Bonjour. Donc moi je suis Joëlle Zask, qui intervient maintenant pour que l'alternance entre les récits d'expérience et les analyses plus théoriques soit respectée. Donc on va parler des communs en art, conformément au... Voilà, moi je suis plutôt spécialiste de philosophie politique, en particulier des théories de la démocratie que j'analyse à travers, en général, des pratiques culturelles, des modes de vie, des formes de vie, et pas à partir des institutions. Mais malgré tout, je pense que les institutions sont importantes. Je ne veux pas du tout dire qu'elles sont annexes ou superficielles, mais que les institutions démocratiques reposent sur, une mentalité démocratique, sur une culture démocratique. Et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à l'art. On pourrait dire... Oui, donc voilà, l'idée, d'ailleurs qui est une idée très très ancienne, qui est une idée qui accompagne l'essor, les pères fondateurs de ce qu'on appelle la démocratie libérale, c'est que c'est un régime politique, si vous voulez, qui place un très grand fardeau sur les épaules de chacun d'entre nous, et même qui engage le maximum de responsabilité. Et par conséquent, réfléchir à la culture, et donc à l'art, à la position de l'art dans une société donnée, mais également à la musique, à tous les arts et à toutes les pratiques qui se réclament d'un savoir-faire, on va dire, individuel, et qui aussi passe par le développement d'une expérience individuelle, que ce soit celle du créateur ou du récipiendaire, est une bonne manière de parler, je crois, des soubassements culturels d'une démocratie, soubassements sans lesquels elles peuvent très facilement basculer dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la démocratie. Ça s'est vérifié beaucoup de fois au cours de l'histoire, et en particulier basculer dans le fascisme ou dans une extrême gauche quelconque. Donc je crois que c'est vraiment, ici, disons, mon optique est politique. Mon optique, c'est encore une fois, d'aborder les questions qui sont soulevées aujourd'hui, mais vraiment dans le but d'agiter en quelque sorte les atomes de la citoyenneté en chacun d'entre nous. C'est vraiment le but que je poursuis, et il est assez militant de ce point de vue. Je pense qu'il y a une responsabilité de chacun d'entre nous pour la permanence et la solidité de nos institutions démocratiques elles-mêmes. Institutions démocratiques, d'ailleurs, je le rappelle pour ceux qui l'oublieraient, qui d'une part repose sur des lois, et d'autre part repose sur une constitution qui est le document un peu inaugural de notre régime. Enfin, on y reviendra éventuellement. Alors la question des communs, là, ça avait été abordé un petit peu en introduction. C'est une question qui est assez compliquée parce qu'elle émane effectivement apparemment du domaine de l'économie avec Elinor Ostrom, mais disons qu'en anglais commons et en français les communs sont pas vraiment la même sonorité. Je dirais que ce qu'on appelle les communs, on devrait plutôt les appeler les biens communs. Il y a effectivement un ensemble de biens communs. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment de déterminer ces biens communs. On peut aussi constater très facilement que la liste des biens communs évolue au cours du temps et évolue en fonction des aires géographiques dans lesquelles on se trouve. Donc cette question, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui ne l'est pas, est en soi déjà un problème. Ensuite, je dirais que les biens communs, par exemple, il en existe des cas très concrets. J'ai fait un livre qui s'appelle « La démocratie au champ » et qui parle d'agriculture et en quoi finalement le fait de cultiver la terre nous renseigne sur les valeurs démocratiques. Et justement, la question des biens communs est tout à fait centrale quand on s'occupe des relations politiques entre la culture de la terre et la citoyenneté. Parce que justement, il existe toujours d'ailleurs, il existait toutes sortes de biens qui étaient communs, c'est-à-dire qu'on appelait des communaux ou des commensaux, et qui étaient aussi des biens qui n'appartenaient à personne d'une part, et d'autre part des biens sur lesquels s'exerçaient des droits multiples. Alors ça c'est très important, on va le voir qu'en art c'est important, c'est-à-dire que dans le système, je le cite simplement sans le développer, dans le système qui s'est imposé, qui est celui de la propriété absolue et exclusive et irrévocable d'ailleurs, dans ce système-là, sur le bien qui est possédé ne s'exerce que le droit du propriétaire. Alors que le commun, la question des biens communs, si vous voulez, immédiatement vous enjoint à penser la pluralité des droits qui s'exercent sur une même chose.
Alors ça peut être une pluralité de droits différents ou ça peut être une multiplicité de gens qui vont exercer un même droit sur un bien. Alors que, si vous voulez, en général, quand, par exemple, si vous dites, moi je suis propriétaire de ma maison, c'est moi qui décide. Moi, je veux dire, personne ne peut exercer son droit sur ma maison parce que je suis, disons, justement le titulaire du titre de propriété de cette maison à l'exclusion de tout autre. Alors, par exemple, si quelqu'un vous dit, ben non, mais moi, une maison, en tant que SDF, j'ai le droit d'y entrer parce que c'est une question de vie ou de mort, eh bien non, vous allez dire, ben non, je regrette, là, ma porte est fermée et vous sortez. Donc, là, en ce qui concerne, par exemple, les biens, les commensaux dans le domaine... Bon, évidemment, qui a disparu avec ce phénomène qui date au début du XVIe siècle, qu'on appelle les enclosures, qui est justement un phénomène d'appropriation. Là, avec les biens communs, justement, dans les campagnes, par exemple, vous pouviez, les divers cultivateurs pouvaient ramasser telle quantité de tourbe ou de bois, pouvaient emmener paître 3 vaches et pas 4. Donc, il y avait toutes sortes de limitations comme ça qui existaient, de telle manière qu'il en reste pour les autres et que la pluralité des droits qui s'exerçaient sur ces parcelles soit justement respectée. Donc ça, c'est une chose. Après, en ce qui concerne justement les biens communs, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que le comportement individuel vis-à-vis de ces biens communs est tout à fait fondamental. Bon, Elinor Ostrom prend l'exemple du comportement des individus sur une plage. Alors clairement, bon, à Marseille, par exemple, où j'habite, il y a des plages qui sont quand même très petites. Si quelqu'un arrive avec 5 mètres carrés de serviettes et confisque en quelque sorte une portion trop importante de la plage pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, il va avoir un comportement, on va dire, non commun, antagoniste par rapport au commun. Et ça, c'est important, vous pouvez le transposer très bien dans le domaine du design, de l'architecture ou de l'art, c'est que justement, le comportement de chacun qui fait en sorte qu'il y ait de la place pour les autres, ou éventuellement même qui produise de la place pour les autres, est un comportement qui est très particulier. D'ailleurs, je ne dirais pas que c'est un comportement, je dirais que c'est une conduite, que la différence entre la conduite et le comportement, c'est peut-être là qu'elle se situe, et que, en tout cas, cette conduite, je ne dis pas qu'elle est altruiste, je dis que c'est une conduite qui compatibilise et comptabilise les quantités de place, pas à la rancière, hein, mais donc les quantités de place disponibles, puisque là on est vraiment dans un cadre non pas du tout symbolique, mais tout à fait matériel. Donc effectivement, par exemple, si vous êtes le premier arrivé sur la plage, vous pouvez vous étendre, mais à partir du moment où d'autres personnes arrivent et que vous réalisez que cette plage qui est commune et destinée à accueillir un grand nombre de gens, eh bien vous allez d'une certaine façon ajuster votre conduite de telle manière qu'elle n'entrave pas les libertés des autres. Donc ça, c'est un comportement, on pourrait rentrer dans les détails et faire tout l'exposé là-dessus, mais ce comportement finalement, ou cette conduite plus exactement, donc comme je le disais, est très fine. Ça suppose... Lise Goffman, par exemple, enfin, ça suppose, en ce qui concerne les comportements civiques ordinaires dans la vie quotidienne, comment vous vous déplacez dans une rue, par exemple, comment vous vous situez dans un métro bondé. Donc ça suppose en fait des espèces d'ajustements très fins, les uns qui sont tout à fait intégrés, habituels, puis d'autres qui sont plutôt de l'ordre de l'improvisation. Mais s'ajuster aux autres dépend... bien sûr, du fait que vous les voyez, que vous leur accordez la possibilité d'entrer dans le champ de votre perception, ce qui n'est pas du tout évident, parce qu'on a aussi beaucoup d'habitudes qui nous mènent à invisibiliser, comme on dit, les autres, mais ça suppose aussi, d'une certaine façon, des petits calculs mécaniques et symboliques très, très précis pour que, justement... vous échappiez à cette personnalité que Goffman va identifier, qui est la personnalité du gaffeur, par exemple, celui qui fait une gaffe justement, qui ensuite rentre dans un rituel de présentation d'excuses, etc. Et justement celui qui n'arrive pas à véritablement ajuster sa conduite à la situation. Donc c'est tout ça qui est en jeu dans l'expression les communs. Moi, je trouve qu'on peut l'utiliser comme adjectif, bon comme nom, c'est l'usage maintenant, mais vous voyez que comme adjectif, ça veut peut-être dire plus de choses que comme nom, parce que la substantialisation, de toute façon, dans le langage, c'est toujours un problème. Dès qu'on substantialise, on dit l'art, le commun, bon, bah, ça pose des problèmes dont on pourrait très bien se passer si on utilisait des verbes ou des adjectifs. Et puis alors, il y a encore un point qui est très très important, et que Dardot, Laval ou Ostrom vont bien mettre en évidence, c'est qu'il n'y a pas de commun ou de bien commun sans un gouvernement commun.
Alors ça, je crois que ça intéresse directement, là, il en était question avec l'école, mais c'est avec des écoles, disons, ancrées dans des pratiques de gouvernement commun, ce qu'on appelle des gouvernances, ou des gouvernances partagées. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui a bien été mis en évidence, c'est-à-dire que, c'était implicite dans tout ce que je viens de dire, c'est que les biens ne restent communs, c'est-à-dire ils ne restent pluriels, ouverts à des usages multiples, et d'une certaine façon orientés dans le futur de telle manière que, à la limite, ils créent des usages multiples ultérieurs, que si ils sont gouvernés en commun. C'est-à-dire que, enfin, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire en particulier que, à partir du moment, et c'est un problème pour les démocraties ou, je dirais, pour tous nos organismes territoriaux et nos systèmes administratifs, dès lors qu'il y en a un seul qui dirige, disons, les biens communs sont en péril. C'est-à-dire que la forme même du gouvernement hiérarchique, autoritaire, voire despotique, sous prétexte de compétences supérieures, d'aristocratie naturelle ou de ce que vous voudrez, est en soi antagoniste par rapport au bien commun, et donc les met en péril. Je ne dis pas qu'il est impossible qu'un despote éclairé ou qu'un directeur d'école particulièrement malin puisse effectivement œuvrer en vue du bien commun. Bon, ça, je ne le nie pas du tout, mais le fait est qu'il aura plus de chances de bien percevoir où est le bien commun et de le préserver à partir du moment où l'ensemble des personnes concernées par le dispositif participeront à ce gouvernement. Et c'est pour ça qu'on a créé la démocratie d'ailleurs. Enfin, la démocratie en tant que les individus prennent part au gouvernement de leur entreprise commune ou de leur vie commune. Alors, bien sûr que cette répartition du pouvoir, ou plus exactement du gouvernement, et là j'ai pas le temps, mais ça serait intéressant de distinguer entre pouvoir et gouvernement, puisqu'on ne fait pas suffisamment. En tout cas, je dirais, j'ai beaucoup de travaux sur l'autogouvernement, justement, qui n'est pas non plus une autogestion ni une autodétermination. Enfin bon. Et donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que cette cette gouvernance partagée ou ce partage du gouvernement n'est pas seulement une manière d'éviter l'arbitraire du dirigeant et son usurpation du pouvoir, mais c'est aussi une manière de responsabiliser chacun d'entre nous et d'éviter les comportements asociaux ou les comportements confiscatoires ou les comportements égoïstes ou les comportements, comme on appelle ça, de free riders, de passagers clandestins, de la part des bénéficiaires, en quelque sorte, d'une décision centralisée, c'est-à-dire de la part des citoyens en tant que ils s'éprouvent comme gouvernés, pas comme gouvernants. Et ça, je dirais que c'est un problème culturel qui est majeur, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la mesure où on est beaucoup plus effarouché par les risques de dérive des gouvernants que par ceux des gouvernés, eh bien, on tend à tout attendre des gouvernants et on tend finalement à se dédouaner de nos devoirs de citoyens et aussi de se dédouaner d'une critique du comportement de nos associés, c'est-à-dire des citoyens eux-mêmes. Donc je crois que c'est très important de voir que les communs, si vous voulez, interrogent aussi bien le haut de la hiérarchie quand elle existe que le bas, hein, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Alors appliqué à l'art, je dirais les communs ou les biens communs sont tout de suite mis en exergue et placés dans une situation un peu paradoxale parce que justement l'art n'est pas un domaine, enfin c'est un domaine, disons, alors je dis l'art au sens très large, les arts anciens, les arts présents, les arts primitifs, dits primitifs, les arts contemporains ou modernes, bon peu importe, ou les beaux-arts, je mets tout dans le même panier ici par souci de simplification. Mais disons que c'est un domaine où il s'agit d'un ensemble de domaines sur lesquels les revendications de propriété sont vraiment énormes. Et peut-être même que c'est les domaines où l'esprit de propriété c'est le plus affirmé. D'ailleurs, j'avais suivi un ensemble de séminaires d'un économiste dont j'ai oublié le nom, qui était brésilien, et qui montrait que finalement, on pouvait partir de l'expérience de l'art et de la manière dont les arts circulent dans le monde pour penser les modèles économiques, quels qu'ils soient, et en particulier les modèles ultralibéraux. Donc c'est très intéressant, non pas que l'art, en quelque sorte, soit victime d'une théorie économique donnée, X ou Y, mais c'est au contraire l'art qui donne des leçons à l'économie, et toutes sortes de théories économiques, c'était sa thèse, ont été calquées finalement sur des phénomènes qu'on rencontre dans l'art, et en particulier sur le phénomène de l'appropriation.
Alors, c'est un phénomène d'appropriation, là, enfin, je pense que vous en avez toutes sortes d'expériences et d'aperçus, à la fois théoriques et pragmatistes, ou pragmatiques, à savoir qu'effectivement, vous avez, des enjeux, par exemple, de confiscation, des enjeux d'acquisition, des enjeux de patrimonialisation, des enjeux de monstration exclusive, également des enjeux d'appropriation symbolique, hein, ça on en connaît beaucoup dans le monde des collectionneurs, etc. Vous avez également des enjeux, bien sûr, d'appropriation au niveau des artistes. Bon, je les laisse de côté pour l'instant, mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ces enjeux d'appropriation ou disons ces enjeux de propriété, de relations propriétaires à l'art qui sont tout à fait abyssaux du fait de leur importance et de leur polysémie, l'art est pourtant aujourd'hui, et je dirais c'est depuis Voltaire et Beaumarchais, un domaine où s'exercent des droits multiples justement. Et en particulier, ça vous avez dû en entendre parler, en particulier cette distinction qui est qui n'est pas très ancienne, mais qui s'est imposée progressivement, qui s'est uniformisée d'ailleurs dans le monde, entre le droit d'auteur d'une part et les droits patrimoniaux d'autre part. Donc là, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que, si vous voulez, le droit d'auteur, c'est un droit moral, c'est un droit qui est conféré à l'artiste ou à l'auteur de l'œuvre, si vous voulez, qui, lui donne le pouvoir législatif, le pouvoir institutionnel, de veiller au respect de son œuvre et d'en revendiquer bien sûr la paternité et par ailleurs éventuellement d'être rémunéré. D'ailleurs, c'était l'objectif de Beaumarchais et de Voltaire que, en créant le droit d'auteur, en l'inventant, d'assurer cette rémunération à laquelle ils aspiraient par les écrits et par les œuvres. Donc ça c'est une chose, mais par ailleurs donc vous avez ces droits patrimoniaux qui sont donc les droits de celui qui acquiert l'œuvre via justement un échange marchand ou un don ou peu importe, mais qui si vous voulez, alors c'est intéressant de voir en quoi ça consiste. Ça donne à l'acquéreur d'une œuvre, à un acquéreur légal de l'œuvre, ça lui donne un droit de représentation d'une part, et ça lui donne un droit de reproduction. Ça veut dire que, mais alors c'est un droit qui est vraiment quand même très réduit. En tout cas, il n'a absolument pas le droit, aucun droit de détruire l'œuvre ou de l'exposer dans des conditions qui seraient préjudiciables à l'œuvre, de la mettre en danger ou de la montrer ou d'en faire un usage qui serait humiliant pour l'œuvre et l'intention de l'artiste, etc., etc. Donc ce qui est intéressant ici, sans trop rentrer dans les détails, c'est que justement il y a comme une espèce de coalescence entre les intérêts de l'artiste et les intérêts de l'acquéreur de l'œuvre, même s'ils coïncident dans la même personne. On peut très bien imaginer que l'artiste soit lui aussi possédé d'une qualité duelle qui est sa qualité d'auteur et sa qualité de titulaire d'un droit d'usage, d'un droit patrimonial sur cette œuvre. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un système quand même qui est très malin dans la mesure où c'est un peu comme des check and balance, ça se contrebalance, ça s'équilibre à tous égards. C'est-à-dire que, par exemple, un artiste qui a un droit moral sur une œuvre doit en même temps, disons, accéder aux conditions de possibilité d'un droit patrimonial, c'est-à-dire faire une œuvre qui soit partageable. Et donc on l'a vu dans l'art contemporain ou dans l'art virtuel ou dans certaines formes de performance, que justement c'est des questions qui étaient au centre. Ça, comment on fait pour patrimonialiser en quelque sorte ou pour accéder, disons, faire partager des droits sur une œuvre qui semblerait pouvoir se réduire à un droit d'auteur. Donc ça, c'est des questions qui sont vraiment tout à fait importantes. Mais en tout cas, le droit d'auteur est inaliénable, il est vraiment incessible et il ne peut pas être finalement cédé au profit d'une tierce personne, sauf au profit des héritiers tels qu'ils ont été explicitement désignés. Bien, donc, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que les droits qui sont, les droits patrimoniaux sont des droits qui sont aussi des conditions, non pas de confiscation des œuvres, mais bien de partage via l'exposition et la reproduction. Et ce partage, si vous voulez, là je vais le montrer ensuite, c'est ça, c'est ces formes de partage qui peuvent être parfois très informelles ou qui peuvent être au contraire tout à fait institutionnalisées, sont des formes qui sont créatrices de communautés. On peut penser, j'avais noté cet exemple d'une œuvre de Jean-Pierre Reynaud, justement, qui était dans le hall
concessionnaire automobile de la société Eric Neubauer, qui était justement, enfin, et donc lui, en voulant, ce patron d'entreprise, en voulant remodeler son bâtiment, avait été amené à détruire l'œuvre de Patrick. Enfin, donc c'est cette œuvre de Jean-Pierre, pas Patrick, de Jean-Pierre Reynaud, justement, Jean-Pierre, qui était en céramique, bon, enfin. Et voilà, ça avait posé toutes sortes de problèmes. Et on sait qu'à chaque fois qu'il y a des œuvres qui sont détruites, ça pose des problèmes moraux qui sont suffisamment parfois importants pour ébranler toute une société. On peut penser à la destruction de Title Dark ou à certaines destructions de Serra ou à certaines destructions d'œuvres qui ont été un peu accidentelles et qui posent vraiment des questions, ou même du sextoy, enfin c'était pas le plug anal, voilà, de McCarthy là, qui avait été posé à la Madeleine. Donc là, on a vraiment ou encore, enfin voilà, il y a eu pas mal d'exemples et toutes les détériorations des œuvres sont. Je pense que ça pose des grands problèmes, non pas uniquement parce que les œuvres ne pourraient pas être, enfin, disons, sentir remplaçables. C'est pas vraiment la question qui est en jeu. Enfin, c'est une des questions, mais la question fondamentale, c'est justement que la communauté qui se constitue autour du respect concomitant de ces types de droits se trouve dissoute à un moment donné. Et donc, du coup, on se retrouve presque dans un état de nature de l'art qui est particulièrement préjudiciable. Alors, comme je l'ai dit, cela dit, dans le milieu de l'art, il existe quantité de comportements de privatisation, de confiscation, d'accaparement, et les conditions, je dirais, d'un partage communautaire en termes de gouvernance ou en termes d'accession, d'accessibilité ou d'appréciation ne sont vraiment pas respectées. Alors je dirais que, bon, par exemple, pour citer quelques exemples, vous avez les termes de privatisation, confiscation, accaparement qui nuisent bien sûr au faire en commun ou à la création, au maintien d'une communauté, sont extrêmement nombreux. Ce sont des termes différents qui pointent dans des directions un peu différentes, mais malgré tout, on peut en dire quelques mots en se focalisant sur des expériences particulières. Bien sûr, on connaît beaucoup disons les appropriations marchandes qui font disparaître d'ailleurs parfois des œuvres de tout un circuit de vie publique. Ça n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais vous avez aussi des formes de privatisation ou de confiscation disons, en termes de goût, en termes d'esthétique, en termes également symboliques, en termes de délocalisation, en termes de patrimonialisation. Je vous rappelle par exemple que dans la plupart des cas, le musée, enfin pour parler d'un exemple, le musée est véritablement une institution pillarde. C'est-à-dire que les musées, bien sûr il y a des exceptions, et puis les exceptions sont de plus en plus nombreuses à partir du moment où les musées restituent, reconnaissent, repartagent, etc. Mais les musées, un grand nombre de nos musées, d'art moderne et ancien, des musées de l'homme, des musées d'histoire naturelle, etc., ou de beaux-arts, sont des musées qui ont été fabriqués par des collections pillées à des peuples ou des individus dominés. Donc c'est vraiment, enfin je crois que bien sûr il y a des nuances à apporter, mais disons l'institution muséale est pensée par exemple aussi bien, on en parlait tout à l'heure, par un certain nombre d'acteurs du Bauhaus ou du Black Mountain College ou d'autres, et puis de toutes les, on pourrait dire les artistes révolutionnaires, entre guillemets, des années 60, qui font la bascule finalement entre un système ancien de l'art et un système nouveau, comme confiscation. Hein. Le musée est l'institution, non seulement qui, je dirais d'un point de vue culturel, va, disons, rassembler des œuvres en un même lieu, en les ôtant à ceux qui en sont les auteurs, mais également un lieu qui va monopoliser la création du jugement de goût, la création des critères d'évaluation des œuvres, mais également, disons, qui va ôter, disons, aux gens ordinaires la possibilité, ou au grand public, la possibilité d'accéder à l'art. Vous avez, si vous lisez L'art comme expérience, justement, de John Dewey, les premières pages, puisqu'il en était question tout à l'heure, les premières pages de L'art comme expérience de John Dewey sont consacrées à la critique du musée comme institution confiscatoire. Alors, par exemple, si on se penche, par exemple, sur l'art primitif, c'est très intéressant de voir la concomitance, finalement, entre ces différents
ces différentes modalités disons, d'exclusion des arts dits primitifs en dehors d'une communauté générale, d'une communauté universelle, d'une communauté de l'art qui se situerait à l'échelle de la planète, puisque justement, je dirais, le vol des œuvres d'art dites primitives et leur exposition dans les musées occidentaux s'est fondé sur l'idée que, d'une part, seuls les Occidentaux étaient à même d'énoncer des critères de goût tels que ces objets apparaissaient comme art, d'autre part que les indigènes, eux, ne savaient pas ce qu'ils faisaient, et donc ils étaient ignorants de la valeur esthétique des œuvres qu'ils produisaient, auxquelles ils assignaient des fonctions purement utilitaires, et troisièmement, donc, se donnaient le soin ou la tâche de patrimonialiser des œuvres qui étaient sans valeur aux yeux de ceux qui les avaient faites. Donc, si vous voulez, là, vous avez une forme de, je dirais, de dissection du commun qui part absolument dans tous les sens, au plan symbolique, au plan esthétique, au plan épistémologique et au plan, je dirais, historique ou patrimonial. Donc à tous les plans, là, il y a ces phagocytés. Bon, on pourrait dire la même chose de bien d'autres comportements, mais là, je les laisse de côté. Ce que je voudrais dire, c'est que ce comportement, je dirais, d'appropriation un peu confiscatoire, il est très présent chez les artistes aussi. Enfin, je dis chez les artistes, pas chez tous, évidemment, mais chez un nombre d'artistes, et en particulier, peut-être moins chez des artistes que chez toutes sortes de théories de représentation du travail artistique en général. En particulier, je dirais qu'à partir du moment, bon là, il faudrait rentrer dans plein de nuances dans lesquelles je n'ai pas le temps de rentrer, mais à partir du moment où vous considérez, par exemple, que votre subjectivité est sacrée, que finalement l'art est l'expression d'un individu dans ce qu'il a de plus profond et que finalement il est le seul juge de la valeur de cette œuvre et que par ailleurs il s'exprime à travers lui une véritable authenticité dans la relation au produit finalement et aux conditions de sa monstration, alors à ce moment-là vous êtes aussi, je pense, victime ou coupable plus exactement d'une forme de confiscation et encore une fois de création de conditions tout à fait impropres à l'émancipation, je dirais, communautaire de l'art. Donc la célébration de la subjectivité est très problématique. Bon, évidemment, il y a des célébrations de la subjectivité individuelle dans le cadre de certaines théories de l'art qui sont en quelque sorte des dispositifs partagés pour faire de l'art et bon, on peut penser à l'expressionnisme ou choses de ce genre, mais ou à l'impressionnisme d'ailleurs, mais enfin voilà, là ce sont des moyens en quelque sorte, des moyens en vue d'une fin communautaire et pas l'inverse. Mais par ailleurs, je dirais que la logique aussi, une forme de logique tout à fait opposée aux attentes d'un commun, est aussi en place dans l'art dit participatif ou dans l'art contributif ou dans des formes d'art partagé où, ça je l'ai beaucoup remarqué, finalement ce qui est visé, ça serait que le public convoqué s'approprie les œuvres ou s'approprie le dispositif. Et là, bon, c'est un terme qui est un peu neutralisé, je dirais, aujourd'hui, parce qu'on parle d'appropriation comme si on parlait de choses qui sont purement neutres et descriptives, mais c'est faux. Je veux dire, s'approprier, ça veut dire mettre la main sur quelque chose à quoi vous n'avez pas droit. Donc, il y a toujours quelque chose d'illicite dans l'appropriation. Et l'appropriation fait signe à la propriété, c'est pas une manière de parler. Je pense que le lexique de l'appropriation, moi je m'approprie, je fais quelque chose de telle manière que vous l'appropriez, est totalement contradictoire par rapport justement aux intentions de partage, aux intentions de mise en commun, aux intentions de création d'une expérience partagée, communautaire, qui est la finalité de toute l'affaire. Je veux dire, Kawamata ne parle pas d'appropriation. Je le trouve très cohérent. Kawamata, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Il y a plein de gens qui font des choses parfaitement cohérentes, et qui peuvent être cohérentes, mis à part, bien sûr, la question, en tout cas, de l'appropriation, qui est souvent mobilisée pour justifier des dispositifs participatifs, et un peu contre-productive. Et voilà, je voulais attirer quand même l'attention là-dessus. Voilà, donc maintenant, pour parler dans des termes positifs, je ne sais pas combien de temps j'ai encore.
Quelqu'un peut me... Comment ? Bon, alors, parce que je voudrais quand même parler de communauté au sens positif, de communauté artistique ou de commun. Le terme de communauté, soit dit en passant, est un peu problématique dans la tradition française parce que, pour des raisons un peu inexplicables, communauté a été rejetée du côté de la fusion, du côté de l'identité, du côté de l'identitaire, du côté du même, du côté de l'identique. C'est un problème et en fait je vais utiliser le terme de communauté plutôt au sens anglo-saxon, comme vous parlez de community gardens ou d'écoles communautaires, de community board. Et la communauté, c'est la communauté des citoyens. D'ailleurs c'est un titre de Dominique Schnapper qui repensait les démocraties libérales sous la forme justement de sous cette étiquette community, la communauté des citoyens. Et là, si vous voulez, le terme de communauté n'a plus du tout la connotation fusionnelle ou fraternelle ou organique qu'on lui donne habituellement. La communauté, c'est le fait. Alors, je dirais pour dire les choses le plus simplement possible de mon point de vue. Enfin, je vais essayer en tout cas. Je dirais que au lieu de penser la communauté comme quelque chose, un être collectif auquel les individus vont un à un adhérer, je dirais que la communauté, c'est le produit d'une association entre des individus. Elle n'est jamais préexistante, si vous voulez, mais elle est justement ce qu'on fait apparaître à partir du moment où on s'associe. Et donc, il n'y a pas, je dirais, de communauté sans individu, d'une part. Il n'y a pas non plus de communauté sans association ou interaction ou interrelation entre des individus qui restent des individus au cours de la transaction. Et je dirais qu'il n'y a pas non plus de communauté sans pluralité. Et justement, ce qui m'a intéressé quand j'ai étudié les pratiques artistiques, ce que j'ai fait il y a déjà assez longtemps maintenant, c'est-à-dire que j'ai été parler avec des artistes pour savoir comment ils faisaient, pour valider, pour faire, pour continuer, pour proposer, pour exposer, etc. Et surtout pour fabriquer une œuvre. Alors d'ailleurs, les réponses ont été assez concomitantes. Donc, ce qui m'est apparu et qui m'a semblé très intéressant, c'est que l'artiste est déjà une communauté. L'artiste n'est pas un être unique, une volonté, une subjectivité qui s'impose face au monde ou un truchement par l'intermédiaire duquel viendraient s'exprimer des forces occultes, divines ou culturelles, bon, peu importe. Mais justement, c'est un interlocuteur vis-à-vis à la fois de ses pouvoirs de création et vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des différentes parties de son soi. Donc il y a une pluralité dans l'atelier, si vous voulez, qui est un peu, je dirais, une bonne image de la communauté. Et je pense que cette pluralité doit être prise en compte pour penser finalement la création artistique. Alors il y a peu de temps, là j'en parlais tout à l'heure, j'ai découvert, peut-être que vous la connaissez, une certaine Coretta Kent, qui était une femme bonne sœur, qui a développé le département d'art du collège du Cœur Immaculé de Marie dans les années 60, qui était une contemporaine de Andy Warhol et qui, à mon sens, a fait d'ailleurs des œuvres qui valent celles de Andy Warhol. Bon, elle a été en contact avec des gens très très importants et justement, elle s'intéresse énormément à cet aspect-là. C'est-à-dire comment développer la créativité, comment l'artiste finalement, enfin c'est pas vraiment la question de l'art, passe par la tentative de faire coïncider dans un ensemble provisoirement cohérent les différentes parties du monde et de soi. Alors c'est vraiment très très intéressant. Alors je dirais pour la communauté que représente l'artiste, enfin je dis un artiste, peu importe, c'est d'abord une communauté vis-à-vis du passé. On peut penser à des textes de Judd ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, toute œuvre ou tout projet de fabrique d'une œuvre est, disons, tributaire d'une reconnaissance en quelque sorte d'un héritage, que ce soit un héritage de forme, un héritage de méthode, un héritage de matériaux. Et c'est très important dans les écoles, tout le monde le sait, c'est très important que finalement la proposition que fait un artiste soit toujours ancrée finalement dans une histoire la plus complète possible, dans une connaissance la plus complète possible de l'art. Sans cette connaissance, c'est très compliqué, on ne peut faire que d'une forme de plus, mais pas des formes nouvelles, quoi. Ça, c'est pas, et encore une forme de plus qui ne peut être, pour toutes sortes de raisons que je laisse de côté, que redondante par rapport à des formes passées. Donc, il y a cette comment dire, bien sûr, reconnaissance via l'histoire de la pluralité des conditions de l'art, mais par ailleurs,
je dirais que la communauté en quelque sorte, ou la dualité ou la pluralité à l'intérieur, dans le cadre même de la fabrique de l'art, va s'instaurer aussi au niveau du public. C'est-à-dire que, comme vous le savez, et comme cela a été beaucoup dit, l'artiste est le premier public de son œuvre. Et c'est très intéressant de prendre en considération cette dimension publique du travail artistique. C'est-à-dire que dans l'atelier, au fur et à mesure qu'une œuvre est produite, quelles qu'en soient les conditions et les modalités, disons, l'artiste regarde ce qu'il fait et je suis un peu gênée par tous les bruits là parce que ça fait beaucoup. Merci. Donc l'artiste regarde ce qu'il fait et, si vous voulez, il évalue, et là on est en plein dans le pragmatisme, il évalue les conditions ou la forme de son geste ultérieur en fonction des conséquences qu'il perçoit de son propre travail. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle l'expérience. L'artiste est plongé dans un travail qui est l'exploration d'une expérience qu'il partage entre les différentes parties de son corps et les différentes parties de son âme, si l'on peut dire. Alors, ce qui est intéressant, on peut citer d'ailleurs le texte de Duchamp, en l'occurrence, c'est que disons que cette fonction de regardeur que Duchamp va identifier au niveau d'un public extérieur est en réalité une fonction qui est intégrée dans la plastique, dans la fabrique de l'œuvre elle-même. Ce que je veux dire simplement, c'est que là, si on pourrait même, je vous rappelle que le texte du Duchamp, qui s'appelle L'acte créatif, il me semble, est un texte d'ailleurs dans lequel quand il écrit en anglais, dans lequel il énonce le public, disons le tableau, et enfin c'est le spectateur, dit-il. Voilà, il utilise le terme de spectateur dans un premier temps. C'est le spectateur qui fait l'œuvre, qui fait le tableau. Et puis ensuite, quand il va traduire en français ce texte, il abandonne le terme de spectateur pour lui substituer le texte de regardeur. Il dit c'est le regardeur qui fait le tableau. Et je pense d'ailleurs s'il avait gardé le terme de spectateur, cette phrase ou ce texte n'aurait pas eu la postérité, le succès qu'il a eu. Mais là, en l'occurrence, ce qu'il met en évidence, c'est que il appartient, si vous voulez, au regardeur, qui est un public extérieur. Il lui appartiendrait, si vous voulez, le soin, disons, de déterminer ou de sélectionner parmi toutes les virtualités possibles d'achèvement du tableau, l'une d'entre elles et de la faire advenir par son regard. Alors ça c'est très compliqué. Enfin, je trouve que le modèle sur lequel on pourrait disserter longuement, ce schéma est un petit peu problématique et je pense que même s'il a une grande pertinence, le fait est qu'il peut aussi être resitué à l'intérieur même du travail artistique, indépendamment finalement d'une reprise par un public extérieur. C'est-à-dire que, effectivement, un artiste, au fur et à mesure qu'il travaille, disons, accomplit des gestes, qu'ils soient conceptuels ou matériels, bon, ça n'a pas aucune importance, qu'ils soient individuels ou collectifs, mais en tout cas, il va accomplir des gestes qui sont sous-tendus en quelque sorte ou organisés de manière à provoquer un changement vis-à-vis, et un changement concret au sens pragmatiste du terme, c'est-à-dire une modification de la situation, à partir duquel qui le rendra possible d'exercer son jugement en quelque sorte de regardeur, son jugement critique pour déterminer la phase ultérieure du travail. Mais en même temps, cette phase ultérieure du travail, à savoir l'évaluation, elle n'advient que dans la mesure où, disons, elle est elle-même sous-tendue par, d'une part, la vision d'une perspective future et d'autre part, la vision d'un partage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le dialogue qu'on a avec soi-même qu'on va découvrir, c'est ce que dit Wittgenstein par rapport, qui dit un langage privé n'existe pas, soit il n'y a pas de langage, soit il y a un langage public, si vous voulez. Mais c'est, si vous voulez, dans ce dialogue avec soi-même, avec les matériaux de son travail, avec les conséquences, disons, factuelles des transformations que l'on opère dans son projet, c'est à partir de là, si vous voulez, que se crée finalement une adresse publique. Et je dirais que la communauté, pour terminer, la communauté artistique n'a aucun autre, enfin là, voilà, n'a aucun autre fondement, je dirais, que celui-ci. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, même les publics plus larges, les publics plus lointains,
Et les publics qui vont se constituer finalement autour d'une œuvre sont des publics qui sont à la fois nécessaires aux conditions d'existence de l'œuvre et à l'enrichissement de ses virtualités, et aussi produits par l'œuvre. Je veux dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réciprocation, une interaction très forte, et que je dirais les publics, d'une manière générale, que ce soit ce que Rochlitz s'appelait le cercle rapproché, les cercles de l'art qui sont constitués des intimes, des proches, des professionnels de l'art, etc., ou que ce soit le public universel qu'envisage Hume, par exemple, dans la norme du goût, c'est-à-dire qu'il lui remarquait que il y a, par exemple, dans le domaine de l'art et de l'appréciation esthétique, il y a, je dirais, une universalité qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Il parlait de l'Iliade et l'Odyssée, il parle d'œuvres comme ça qui ont une espèce de réputation universelle, mais ça n'est pas parce que tout le monde s'est mis arbitrairement d'accord sur un objet artificiel qui n'aurait pas de raison d'exister à cette échelle. C'est justement parce qu'il y a dans cet objet quelque chose qui fédère, finalement, et permet de s'accrocher les uns aux autres des jugements qui peuvent, disons, s'étendre à l'échelle de toute la planète. Donc ce que je voulais dire ici, c'est qu'il y a véritablement une interaction finalement entre ces deux plans finalement des virtualités de l'œuvre d'une part et de la grammaire publique d'autre part. Et ce qu'on pourrait appeler communauté, de ce point de vue, n'est ni une communauté subjective, au sens où le goût serait arbitraire et le goût serait, disons, dénué de contenu X ou Y, un peu à la manière de Kant. Ça n'est pas non plus, disons, une communauté professionnelle ou une communauté restreinte. On pourrait dire que c'est une communauté d'action. C'est-à-dire c'est une communauté à l'intérieur de laquelle chacun joue un rôle. Par exemple, un galeriste, quand il expose une œuvre, quand il la défend, quand il dit « mon rôle est de faire partager mon regard », cela signifie qu'il pose sur l'œuvre un regard façonné par un projet de partage. Et ça, c'est vraiment ce qui fait toute la différence entre le galeriste, par exemple, ou bien d'autres gens, et celui qui dit « ça, c'est mon goût ». C'est mon goût, donc on ne va pas en discuter, chacun son goût, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment la démarche totalement antagoniste, deux démarches antagonistes qui vous fait percevoir la différence finalement entre une communauté arbitraire de goût, qui pourrait être une communauté à la mode ou une communauté produite par une manipulation quelconque, et une communauté qui voit dans le goût ou dans le partage de l'art une véritable action, et en particulier une action de partage ultérieur. Voilà, je vous remercie.